Messieurs, vous avez récemment fait un test de dépistage du cancer de la prostate ou vous pensez à le faire? En matière de cancer, vous gagnez à vous informer pour bien comprendre la situation. Regardons-y de plus près. Votre prostate est constituée de milliers de cellules. Un cancer de la prostate se développe lorsque des cellules normales se transforment et se multiplient de façon anarchique pour former une masse appelée tumeur maligne. Si vos résultats de dépistage sèment le doute, vous serez dirigé vers un urologue. Votre urologue voudra sans doute investiguer en pratiquant une biopsie, une courte intervention sous anesthésie locale. Il prélèvera des échantillons qui seront ensuite examinés au microscope. La biopsie précise l'agressivité des cellules cancéreuses selon une échelle appelée score de Gleason. Ce score est établi en fonction du pourcentage des échantillons touchés, de leur grade et du risque de progression du cancer. Selon les résultats, d'autres examens pourraient être nécessaires pour vérifier si le cancer s'est étendu à d'autres organes. Le stade du cancer, quant à lui, est établi en fonction de la taille de la tumeur et de sa propagation. Si la tumeur se trouve uniquement dans la prostate, on parle alors d'un cancer de la prostate localisé, de stade 1 ou 2. Un cancer de la prostate localement avancé ou de stade 3 désigne un cancer qui a commencé à s'étendre au-delà de la prostate. Le cancer métastatique ou de stade 4 indique un cancer qui s'est propagé ailleurs dans le corps, le plus souvent dans les ganglions lymphatiques et les os. Selon l'endroit où se trouve votre cancer, la vitesse à laquelle il se développe, votre âge et votre santé en général, vous pourriez être surveillé activement ou recevoir un traitement. Les principales options pour un cancer localisé ou localement avancé comprennent la chirurgie radicale de votre prostate ou la radiothérapie, en association ou non avec l'hormonothérapie. Ces traitements peuvent avoir des conséquences sur les fonctions urinaires, érectiles ou intestinales. Le risque et la durée de ces effets secondaires varient d'un homme à l'autre. Ils peuvent disparaître avec le temps ou être traités. Plus rarement, si le cancer s'est propagé vers d'autres régions du corps, une hormonothérapie standard et de nouvelle génération ou une chimiothérapie peuvent être offertes. Après un diagnostic de cancer, vous serez suivi par un spécialiste, comme un urologue, un radio-oncologue ou un oncologue, pendant plusieurs années. Votre taux d'APS sera mesuré de façon périodique par une prise de sang pour juger de la réponse du cancer au traitement. Si vous êtes atteint d'un cancer, vous gagnez à en apprendre le plus possible sur le type de cancer et sur les traitements, y compris les effets secondaires potentiels. Gardez en tête qu'un cancer détecté tôt peut souvent être guéri ou du moins être contrôlé à long terme. Vous avez des inquiétudes ou des questions? Nous sommes là pour vous. Procure remercie les spécialistes, infirmières et patients pour leur aide dans la réalisation de cette capsule. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Procure vous parle. Ici Winston McQuaid. Je suis porte-parole de Procure depuis plusieurs années déjà. Et je suis pendant le mois de septembre votre maître de cérémonie pour le cancer de la prostate. Évidemment, comme l'information est le premier remède au cancer de la prostate, c'est avec plaisir que nous vous présentons ce 4e webinaire qui, soit dit en passant, n'est pas le dernier. Nous aurons droit à une présentation aujourd'hui avec une femme qui est une spécialiste. Nous abordons la réhabilitation pelvienne et les exercices de Kegel, qui, je suis convaincu, va intéresser tous les hommes et aussi les femmes qui sont à l'écoute. Nous serons avec Claudia Brown. Claudia Brown de la faculté de médecine de l'Université McGill, qui est physiothérapeute et experte en santé pelvienne. Nous aurons droit à une présentation de notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Et parlant de questions, merci pour celles reçues d'avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en cliquant tout simplement sur le Q&A au bas de la page de ce webinaire et vous pourrez formuler vos questions. Elles seront lues au cours de la période de questions. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également
le présentateur officiel de ce webinaire Industriel Alliance, et aussi nos partenaires Astellas, l'un des laboratoires très impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés, de même que l'Association des urologues de Québec. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Claudia Brown d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, je vous cède la parole, Claudia. C'est à vous. Attendez, je suis mieux. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien, Monsieur McQuaid? Oui. Bon, merci beaucoup de l'invitation ce soir. Je suis très contente de venir parler avec vous à propos de la réadaptation pelvienne. Je vois beaucoup de patients qui ont eu des problèmes de prostate et des cancers de prostate, des interventions avec ça. Et on a des suggestions, on a des choses à expliquer et des solutions. Donc, il me fait grand plaisir. Donc, je remercie beaucoup Procure et Mme Beauchemin et M. McQuaid de m'avoir invité pour vous parler ce soir. Je vais parler pendant probablement une 50 minutes. Et après ça, il va avoir la période de questions. Il va me faire plaisir d'essayer d'expliquer si je n'ai pas été assez claire. Alors, je vais partager mon écran maintenant. J'ai un petit diaporama à vous montrer. Attendez. Bon, le nom de la conférence, c'est « Avez-vous dit réhabilitation pelvienne et exercice de Kegel ». Et juste pour vous donner un aperçu de la soirée, c'est qu'on va parler des objectifs de la présentation. Je vais parler, la plupart du temps de ce soir, je vais parler des problèmes urinaires, mais je vais faire un petit survol sur les problèmes sexuels et sur les problèmes intestinaux qui peuvent arriver suite à des interventions pour le cancer de la prostate. Puis après ça, c'est les périodes de questions. Donc, les objectifs de ma présentation, c'est de vous expliquer c'est quoi la réhabilitation pelvienne et les exercices de Kegel. Je veux aussi vous fournir des conseils pratico-pratiques pour vous aider à gérer des problèmes liés à une intervention pour le cancer de la prostate et de décrire dans quelles circonstances la physiothérapie pelvienne pourrait vous aider. Et je sais que dans l'audience, vous êtes sûrement une population assez variée. Peut-être parmi vous, vous êtes juste des personnes qui viennent d'apprendre que vous avez un cancer de la prostate. Il y en a d'autres qui sont en train de faire des investigations pour voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y en a qui vont peut-être avoir eu les interventions déjà. Donc, j'essaie d'être assez générale pour vous aider tous, mais comme je vous dis, je vous invite à poser des questions sur n'importe quel sujet relié à ça. Mais je sais que vous êtes sûrement dans différentes phases de votre cheminement avec ce problème. Donc, c'est quoi la rééducation pelvienne et des exercices de Kegel? Ça, c'est vraiment un domaine de physiothérapie qui a pris beaucoup ampleur depuis les dernières années. Et c'est parce qu'on réalise, comme physiothérapeute, comment le plancher pelvien, c'est un muscle important dans le reste du corps. Donc, c'est important pour le corps en général, pour nous aider avec notre équilibre et notre support, mais c'est aussi très, très important dans les fonctions privées. Au niveau du bassin. Donc ici, on voit en schématique, c'est le plancher pelvien. C'est un muscle qui commence au niveau du pubis ici, ça c'est en avant, qui va jusqu'en arrière au niveau du coccyx. Alors vous avez la colonne qui descend, puis tout au bout de la colonne, il y a le coccyx, c'est quelques vertèbres séparées. Et c'est de là jusqu'en avant où est-ce qu'on a comme un genre de hamac au niveau du plancher pelvien. J'ai aussi un modèle, excusez-moi. Donc, juste pour situer un peu l'idée, parce qu'on peut, je ne sais pas si vous me voyez aussi dans l'écran, en tout cas, je vais vous montrer au cas où. Il y a aussi le plancher pelvien, on peut le voir à l'intérieur. Alors, ce n'est pas juste une ligne comme dans cette diagramme, c'est vraiment un genre de entonnoir qui supporte tout. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ça supporte le tout, mais en même temps, il faut que ce muscle-là travaille fort pour différentes raisons. Si vous voulez, ça, par exemple, c'est la prostate ici, la vessie.
Ça, ce serait l'anus et ce serait le rectum. Donc, si vous voulez ne pas aller aux toilettes, vous allez contracter ici, ou si vous voulez ne pas faire laisser passer un gaz, vous allez contracter le muscle ici, c'est le plancher pelvien. C'est le même muscle qui contracte pour vous empêcher d'aller uriner. Donc, si vous avez une envie d'aller uriner, vous serrez ici, puis ça vous aide à empêcher cette qu'on appelle la miction. Le plancher pelvien aussi est important dans la fonction sexuelle. C'est sûr que la plupart de l'érection, c'est vraiment au niveau vasculaire, c'est la circulation sanguine, mais le plancher pelvien joue un rôle pour aider à garder le sang dans le pénis pour garder une bonne érection. Donc, le travail du plancher pelvien ne peut pas vous faire produire une érection si vous n'en avez pas. C'est les médicaments et d'autres choses qui pourraient vous aider avec ça. Mais le plancher pelvien peut vous aider des fois à garder l'érection ou de le solidifier un petit peu. Donc, nous, en physiothérapie, la plupart des physiothérapeutes qui font du plancher pelvien, qui traitent les hommes, la plupart vont voir les messieurs pour les problèmes au niveau de l'incontinence urinaire après des interventions. Des fois, il y a des problèmes aussi au niveau anal avec la radiothérapie, je vais vous expliquer, puis des problèmes sexuels. Mais comme je vous dis, les recherches et le traitement pour les problèmes sexuels sont en tout début. Et souvent, on va traiter nos messieurs pour les problèmes de vessie, puis comme bonus, ils ont une amélioration au niveau de l'érection. Donc, je vais expliquer un petit peu ici quelle sorte de patients que nous allons voir en physiothérapie. Pour les traitements pour le cancer de la prostate, vous savez qu'il y a beaucoup de différentes approches et beaucoup dépend de vous, dépend de votre médecin, dépend de la stade de votre cancer et de votre situation de santé. Donc, on peut faire juste la surveillance active, c'est pour voir comment, est-ce que le cancer progresse, à quelle vitesse et comment. On peut faire aussi une hormonothérapie pour essayer de contrôler le cancer. On peut faire le curie-thérapie et ça s'appelle aussi la brachythérapie. Et ça, c'est un genre de radiothérapie avec des petites semences pour essayer d'enrayer le cancer. On peut faire une prostatectomie radicale où est-ce qu'on enlève la prostate totalement. On peut faire la radiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses autour, la chimiothérapie. Et si le cancer est plus avancé, il y a d'autres traitements pour le cancer avancé. Vous avez peut-être remarqué, j'ai mis en orange cela, mais j'ai mis en différentes couleurs cela parce que la plupart des patients qui viennent nous voir, ça serait, la plupart, c'est après la prostatectomie radicale, mais il y en a d'autres après la curie-thérapie et après la radiothérapie qui vont venir nous voir. Donc, les effets secondaires, des fois, de ces interventions, et c'est différent pour chaque intervention. On peut avoir des problèmes urinaires, on peut avoir des problèmes sexuels et on peut avoir des problèmes intestinaux. Donc, comme je dis, ça dépend de quelle approche que vous allez avoir qui fait une différence dans les effets secondaires. Mais juste parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer on sait que ça peut être des résultats de ces interventions-là. Le premier problème que je veux parler, c'est les problèmes urinaires. Donc, il y a différentes choses qui peuvent arriver au niveau urinaire. On peut avoir des incontinences, c'est des pertes urinaires. Ça peut être aux efforts, ça peut être sans effort, ça peut être en se levant, ça peut être en fin après-midi. Beaucoup, on voit qu'à la fin de l'après-midi, c'est là où est-ce que les patients vont commencer à avoir plus de problèmes des fois. Je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait arriver. Ça arrive parce que si vous avez eu une prostatectomie radicale, je vous montre qu'est-ce qui arrive avant et qu'est-ce qui arrive après. Donc, avant la prostatectomie, avant qu'on enlève la prostate est située vraiment en dessous de la vessie. Donc, ici, c'est comme le monsieur est comme, il n'est pas debout, il est un peu semi-couché dans ce diagramme ici, mais on sait qu'on a la vessie ici. Après la vessie, on a la prostate et après ici, on a qu'est-ce qu'on appelle le plancher pelvien. Donc, avant votre chirurgie, qu'est-ce qui arrive? C'est que votre vessie, pour se vider, il faut qu'elle passe au travers beaucoup d'obstacles. Il faut que l'urine passe à travers beaucoup d'obstacles. Il y a une sphincter interne ici, au col vésical. Il y a la prostate elle-même qui exerce une certaine pression sur l'urètre et il y a une sphincter externe qui est dans le plancher pelvien. Donc, avant votre chirurgie, votre vessie, pour se vider, il fallait se contracter quand même assez fort pour
vaincre ces obstacles pour que l'urine sorte. Okay? Donc, c'est comme une contraction ici qui contracte pour faire partir l'urine. Maintenant, quand la prostate est enlevée, si vous avez une prostatectomie radicale, qu'est-ce qui arrive pour enlever la prostate? On enlève tout en entier, mais étant donné que l'urètre est vraiment comme un genre de canal qui passe au travers la prostate, en enlevant la prostate, on se trouve à dommager ce canal-là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Le chirurgien doit réattacher après le sphincter externe plus ici en haut. Alors, vous voyez, votre réalité après, c'est qu'il y a la vessie et le sphincter interne est pas mal endommagé avec l'opération, mais il reste le sphincter externe et il reste aussi le plancher pelvien. Donc là, maintenant, vous avez une vessie qui était habituée de travailler fort pour se vider, puis maintenant, elle n'est pas obligée de travailler fort pour se vider. Donc, il faut qu'elle apprenne la nouvelle réalité de votre situation. Donc, ça peut prendre du temps pour que la vessie réalise, bon, il faut vraiment que je pousse pas trop parce que j'ai pas beaucoup d'obstacles. Alors, c'est ça qu'on voit, qu'on peut avoir des hommes qui ont des problèmes d'incontinence. Maintenant, pourquoi ça va arriver aux efforts? C'est parce que la vessie est située, je vais juste revenir sur un autre ici. Donc, si la vessie est située dans qu'est-ce qu'on appelle la cavité abdominale. Donc, si on va tousser, si on va rire ou si on va lever un objet lourd, on va augmenter la pression dans cette cavité-là qui va pousser sur la vessie. Et si maintenant, on n'a plus de sphincter interne qui travaille très bien, ni la prostate qui donne une pression, ce pousser-là va faire sortir les urines. Alors, ça, c'est aux efforts. Il y a des patients aussi qui vont avoir des incontinences, mais sans effort. Et ça, c'est parce que ici, maintenant, debout, juste l'effet de la gravité est assez pour faire sortir l'urine. Mais là, le monsieur va dire, mais Claudia, quand je suis debout, je perds beaucoup, mais quand je suis assis, je ne perds pas. Et ça, c'est parce que, imaginez que vous êtes assis, la pression de la siège va pincer ici, qui est l'urètre qui va faire sortir l'urine. Donc, si moi, je suis assis sur ça, je trouve à bloquer l'urètre. Là, quand je me mets debout, là, je vais perdre. Et souvent, nos patients ils vont réaliser, après avoir été longtemps assis, je me lève et là, je perds. C'est parce qu'ici, on avait comme un genre de fermeture avec juste la pression de la siège. Les autres patients vont dire, bon, la nuit, je ne perds pas. Il y en a qui vont perdre la nuit aussi. Tout le monde est différent. Mais il y a beaucoup de patients qui vont dire, bon, c'est juste dans le jour. Dans la nuit, je n'ai aucun problème. Et ça, c'est parce que quand on est couché, on n'a pas l'effet de gravité sur la vessie. Mais si quelqu'un tourne beaucoup dans le lit, il va exercer quand même une pression sur le ventre qui peut augmenter cette pression au niveau de la vessie. Donc, un peu, c'est ça les raisonnements pour ces incontinences. Pourquoi il y en a d'autres qui vont avoir l'incontinence plus à la fin d'après-midi? Beaucoup de mes patients vont dire, bon, le matin, ça va bien, tout va bien, je passe la journée, je vais prendre une marche, mais là, dans l'après-midi, je suis en train de travailler dans mon atelier et à chaque pas, je perds. Et c'est parce que c'est 2 heures dans l'après-midi, il s'est levé à 7 heures le matin. Donc, comme j'ai expliqué au début, le plancher pelvien supporte les organes. Donc, rendu à 2 heures dans l'après-midi, elle est fatiguée. Donc, c'est pour ça qu'à ces patients, je dis, couchez-vous dans la journée, même si vous ne voulez pas prendre une sieste nécessairement, mais lire votre journal en position couchée pour donner une chance au plancher pelvien de se récupérer un peu. Parce que le plancher pelvien a travaillé fort depuis 7 heures le matin, rendu à 2 heures de l'après-midi, elle est fatiguée. Et si on donne une chance pour qu'elle récupère, on peut se coucher, on enlève la pression sur le plancher pelvien. Donc, juste pour revenir à cette diapo ici, c'est que les incontinences, c'est les pertes urinaires qui peuvent arriver aux efforts. Ça peut arriver sans effort, comme j'ai expliqué, en se levant et en fin d'après-midi. C'est là où est-ce qu'on les voit beaucoup. Mais il faut dire que tout le monde est différent. J'ai des patients qui vont, c'est comme une véritable champlure.
Et c'est décourageant pour eux. Et souvent, avec le temps, le problème va se résorber. J'ai des patients où est-ce que le problème dure très longtemps et trop longtemps. Alors, tout le monde est différent. Et c'est difficile de se comparer avec notre beau-frère ou mon oncle parce que chaque personne a une anatomie différente, un cancer différent et aussi un chirurgien différent ou une approche chirurgicale ou bien une approche médicamentale qui est différente. Tout le monde réagit de façon différente et c'est ça qui peut être difficile pour les patients parce qu'ils veulent toujours se comparer avec les autres messieurs. Un autre problème urinaire qu'on voit, c'est des urgences. C'est que là, on a l'impression qu'il faut aller à la toilette très souvent. Si on regarde l'exemple de la prostatectomie, imaginez cette vessie avant, elle devait travailler très fort pour se vider et maintenant, elle n'est pas obligée de travailler fort, mais elle a l'habitude de travailler fort. Donc, la vessie contracte, contracte, contracte et ça fait des urgences. Alors, la sensation d'urgence, c'est une contraction dans la vessie. Donc, ces patients peuvent peut-être avoir des médicaments pour calmer la vessie qui vont essayer de diminuer ces pertes à ce moment-là. Mais toujours ces choses-là, c'est vraiment selon votre discussion avec votre médecin. Donc, je pense que c'est très important d'expliquer vraiment en bon détail comment les choses arrivent parce que j'ai quand même des patients après la prostatectomie qui forment comme qu'est-ce qu'on appelle un genre de structure, un genre de sténose ici. Alors, peut-être la vessie, c'est urgent parce que c'est difficile pour l'urine de sortir. Donc, c'est très important si vous avez des urgences d'en parler avec votre médecin. Il va peut-être vous dire que c'est normal s'il n'a pas s'il ne pense pas que vous avez un problème de sténose. C'est pour ça que c'est important d'en parler au médecin. Donc, avec les urgences, on voit une qui est quand même assez commune, c'est en arrivant à la maison. Et une des raisons pour ça, c'est parce qu'on se dit toute la journée, « Ah, mais là, je suis au Costco, mais j'ai envie, je ne veux pas aller ici, je vais aller en arrivant à la maison. Ah, mais là, je suis proche de la maison, je vais acheter quelque chose au dépanneur avant d'y aller. Je vais aller uriner en arrivant à la maison. » Donc, aussitôt que vous mettez la clé dans la porte, votre cerveau vous dit, vous êtes arrivé à la maison. Donc, le cerveau donne la permission à la vessie d'y aller. Donc, souvent, c'est qu'il faut juste changer un peu la façon qu'on parle dans notre tête pour contrôler. Puis ça, c'est pas psychologique, c'est vraiment neurophysiologique. Il y a des centres qui sont faits exprès dans le cerveau pour contrôler la vessie. Donc, quand mes patients vont me dire, « Oh, Claudia, c'est ridicule, là, j'arrive à la maison puis j'ai envie, mais je n'avais pas envie 5 minutes avant. » Ça doit être psychologique, mais c'est dans la tête, oui, mais c'est les récepteurs et les contrôleurs de la vessie qui donnent le message trop vite et on peut entraîner ça. Des fois, ces urgences sont soudaines. Des fois, c'est juste comme ça. On est en train de regarder un film, puis tout d'un coup, oups, j'ai une urgence. Ça peut arriver aussi. Et ça, des fois, je vous ai parlé de la prostatectomie radicale, mais si on a une radiothérapie dans les régions, et quand on parle de radiothérapie, on peut parler d'une curithérapie qui est comme la radiothérapie, mais vraiment restreint à l'intérieur de la prostate. Mais on peut aussi avoir la radiothérapie avec des excusez-moi, c'est external beam, alors c'est vraiment de l'extérieur. Et la radiothérapie comme telle détruit les cellules cancéreuses, mais aussi ça détruit les autres cellules adjacentes. Pas tout, mais ça peut faire une destruction qui fait que, mettons que peut-être si c'est proche de la vessie, peut-être la vessie, quand elle veut tenir l'urine, elle est un peu plus raide maintenant à cause de la radiothérapie. Ça diminue l'élasticité et la contractilité et la circulation dans la région. Donc, la radiothérapie, elle est là pour détruire les cellules cancéreuses, mais malheureusement, il va avoir un effet sur d'autres cellules. Quand c'est la curithérapie, quand c'est à l'intérieur, elle fait un petit peu moins d'effet, mettons, aux structures adjacentes au niveau de l'anus et le rectum, mais ça peut quand même faire un effet. Et le external beam, alors l'autre sorte de radiothérapie, peut faire un effet. Je vais encore, excusez-moi, retourner à mon autre diagramme ici. Et vous voyez que même, ça c'est juste un dessin, évidemment, ils ont mis ça assez loin, mais la prostate est quand même assez proche parce que vous savez, quand votre médecin veut évaluer la prostate, il va mettre son doigt dans l'anus pour pouvoir tirer le mur du rectum pour toucher la prostate, mais elle est un peu plus proche que ça. Donc, vous pouvez imaginer s'il y a la radiothérapie qui se passe ici, elle peut avoir quand même des effets qui vont aller donner
irritation à la vessie ou bien qui peut donner comme un petit problème de manque de sensibilité ou élasticité au niveau du rectum. Et si vous avez la radiothérapie qui vient par beam, alors elle essaie vraiment de focuser surtout sur la prostate, mais il y a toujours des cellules dans le chemin qui vont avoir quand même l'effet. OK. Il y a d'autres personnes qui, après l'opération, ont des difficultés à uriner. Donc, on voit une panoplie de problèmes qui peuvent arriver, mais pas nécessairement. C'est incontinence, perte urinaire, comme je vous ai expliqué. Des urgences, ça veut dire qu'il faut y aller, mais tout de suite, et ça augmente souvent la fréquence d'y aller. Et la difficulté à uriner, ça peut arriver parce que, mettons, après une curithérapie, il peut y avoir une inflammation et c'est pour ça que le médecin va vous donner un médicament qui s'appelle le Flomax habituellement, qui va aider à garder le sphincter ouvert pour qu'il ne réagisse pas trop avec cette inflammation et cette intervention. Ça peut causer des difficultés à uriner. Si vous avez une prostatectomie radicale, des fois, comme j'ai dit, ça peut faire des genres de strictures au niveau de l'urètre. Donc, ça, c'est au niveau vésical et j'ai des stratégies et des solutions à vous suggérer. Il y a des ajustements au niveau de la diète, calendrier mixionnel, les exercices de Kegel, le verrouillage périnéal et les produits. Et je vais parler de chacun de ces points. Donc, les ajustements au niveau de la diète. Donc, si vous avez des urgences, une urgence, ça veut dire que je veux aller uriner, mais il faut y aller tout de suite. Mais si vous voulez essayer de contrôler ces urgences, il faut contrôler qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de la vessie, donc le contenu. La vessie va répondre à l'étirement quand ça se remplit, mais ça va répondre aussi aux produits chimiques. Alors, si on a du café, si on a du Coca-Cola, on peut irriter la vessie. Il y a certains mets épicés qui vont irriter la vessie. Le café, ce n'est pas juste ce qu'il y a à l'intérieur, mais le café affecte aussi le mur de la vessie, le thé et les colas aussi. N'importe quoi qui a du caféine, même le chocolat, peut occasionner que la vessie, au lieu de se remplir et se relâcher quand elle se remplit, elle peut vouloir contracter parce que le caféine affecte le muscle de la vessie. Beaucoup de mes patients vont dire, mais là, étant donné que je perds des urines, j'arrête de boire de l'eau. Mais il ne faut pas arrêter de boire de l'eau. Il faut boire quand même une quantité d'eau. Normalement, on dit 1,5 litre à 2 litres par jour. Mais il faut le boire quand même parce que ça va aider à garder votre système en santé. Mais aussi, ça va garder l'urine assez diluée. Et la vessie, elle aime beaucoup avoir beaucoup d'urine diluée pour faire de l'exercice, mais la vessie n'aime pas avoir une urine concentrée, elle veut juste la chasser. C'est pour ça que la consommation d'eau, c'est important. Mais il ne faut pas boire toute votre eau en même temps. Il faut boire un petit peu d'eau. Mettons que vous avez 1,5 litre. Il faut diviser ça au courant de votre journée pour que votre vessie elle a un exercice régulier et pas tout d'un coup avoir de l'eau. Ou bien, il ne faut pas dire je vais boire de l'eau, mais aujourd'hui, j'ai oublié et demain, je vais boire de l'eau et le lendemain, j'ai oublié. Il faut que ce soit vraiment assez rigoureux et régimenté pour que ça soit bon pour votre vessie. Donc, une consommation d'eau un peu systémique là, qui est important. L'autre chose que je voulais vous parler, puis je pense qu'un des outils qui peut aider beaucoup, c'est ce qu'on appelle le calendrier mixionnel. Donc, ça, c'est pour vraiment vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe avec votre vessie. Normalement, on va 5 à 8 fois par jour. Ça, c'est la normale. Donc, si vous dormez 8 heures, 5 à 8 fois par jour, si on fait la mathématique, ça équivaut une fois aux 2 heures ou une fois aux 3 heures. Donc, la normale, et vous visez avoir une miction normale en fréquence, c'est 5 à 8 fois par jour. La nuit, après l'âge de 55 ans, c'est normal de se lever une fois par nuit ou 0. Mais plus que ça, ce n'est pas ce qu'on appelle normal. Donc, vous pouvez avoir en sachant ça, vous pouvez avoir comme un but de dire, bon, maintenant, tu sais, j'ai des envies, c'est urgent, je ne veux pas perdre des urines, là, je vais aller aux toilettes très souvent pour empêcher des fuites. Et ça, c'est correct au début, mais il faut assez vite essayer de retourner sur un rythme de 5 à 8 fois par jour. Donc, si vous faites un calendrier mixionnel, vous allez marquer l'heure que vous allez uriner.
vous allez peut-être remarquer, ah, mais comment ça se fait? Je vais souvent le matin. Et là, j'ai une grande pause. Vous allez remarquer par les heures qui sont écrites, c'est quoi votre patron? Ah, c'est drôle, toujours entre 2 heures et 4 heures, je vais trop souvent. Peut-être ça veut dire qu'il faut que vous vous couchez pour donner un repos à votre plancher pelvien. Donc, en regardant votre calendrier, vous allez voir vos fréquences et ça va vous donner une idée du patron. Ah, comment ça se fait? Je suis allée souvent. C'est parce que j'ai bu du café. Alors, tu sais, des fois, si on met toutes ces choses, on peut comprendre la vessie. La quantité. Il faut en accumuler. Je vois mes patients après l'opération de la prostate, souvent, aussitôt qu'ils se lèvent, ils vident la vessie. Aussitôt qu'ils se lèvent, ils vident. Donc, la vessie a jamais la chance de tenir l'urine, puis elle a besoin de l'exercice. Donc, moi, je suggère à mes patients qui perdent trop d'urine et qui n'ont pas envie d'uriner parce qu'ils en perdent toute la journée longue, je demande à ces patients-là de se coucher 2 ou 3 fois par jour pour donner une chance à la vessie de se remplir. Et à ce moment-là, si vous avez rempli la vessie, elle va devenir plus habituée de se remplir. Mais si on ne fait pas ça et si on met comme une protection dans les sous-vêtements et chaque fois qu'on se lève, chaque fois qu'on marche, on en perd, la vessie n'a pas la chance d'accumuler une quantité. Donc, il faut en accumuler. Les fuites. Si vous remarquez que, oh, j'ai perdu les urines, et c'est toujours en levant mon petit garçon, ou c'est toujours en sortant de la voiture, ou c'est toujours à ce moment-là, essayez de noter les circonstances de vos fuites et vous allez voir qu'il y a un patron. Donc, s'il y a un patron de circonstances, vous allez pouvoir agir en conséquence. On va parler des exercices de Kegel, mais si vous faites avant de sortir, mettons que chaque fois que vous sortez de la voiture, vous en perdez, bon, vous allez savoir ça. Donc, juste avant de sortir de la voiture, vous allez faire un exercice de Kegel. Vous allez garder votre plancher pelvien fermé et vous allez vous lever et vous rendre à la toilette. Donc, en connaissant les circonstances, vous allez pouvoir agir en conséquence. J'ai mentionné exercice de Kegel. Kegel, c'est juste le nom du monsieur Arnold Kegel qui a inventé ces exercices-là, la contraction du plancher pelvien. Donc, l'exercice de Kegel, c'est une contraction du plancher pelvien. Mais il y a différentes façons de le faire. Donc, aussi, les urgences. Notez c'est quand vos urgences. Est-ce que j'ai une urgence chaque fois que j'arrive à la maison? Bon, il faut avoir une stratégie pour ne plus avoir ça. Une autre chose avec les urgences, souvent, vous allez avoir une urgence tout de suite après avoir été à la toilette. C'est une fausse urgence ou bien vous n'avez pas vidé la vessie complètement. Donc, ça, c'est des choses à considérer. Donc là, je viens d'y aller. Bon, 5 minutes plus tard, il faut aller encore. Si vous retournez à la toilette et il n'y a pas d'urine qui sort, c'est parce que vous avez eu une fausse sensation d'envie. Si vous retournez à la toilette et il y a beaucoup d'urine qui sort, c'est parce que vous n'avez pas vidé votre vessie complètement. Donc, vous n'avez pas relâché votre plancher pelvien assez. Donc, on a des patients qui ne sont pas capables assez de serrer le plancher pelvien et il y en a d'autres qui ne sont pas capables assez de relâcher le plancher pelvien. Donc, en connaissant, en faisant un calendrier, puis en regardant les circonstances, vous allez pouvoir analyser et dire, bon, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est une fausse sensation d'envie ou est-ce que je n'ai pas vidé ma vessie? Les liquides, comme j'ai expliqué, le café, ce n'est pas le meilleur liquide à boire si vous avez des urgences. Ça va vous donner plus d'urgences. L'eau, c'est une bonne liquide à boire. Les protections, moi, je les marque aussi dans le calendrier où je demande à mes patients de marquer parce que des fois, on va réaliser qu'il y a moins de fuites, mais le monsieur, il met encore beaucoup de protection. Donc, c'est comme une genre de béquille. On va suggérer, bon, pensez-vous que vous avez vraiment besoin de mettre une pad épaisse encore? Peut-être que vous pouvez mettre une pad plus mince. Et l'effet de changer la protection quand vous êtes prêt, ça vous donne un peu l'obligation d'être plus alerte à la situation. Et aussi, ça va vous donner aussi la chance, si mettons, la nuit, vous ne mettez pas de protection, vous allez pouvoir plus sentir quand vous êtes mouillé, parce que les protections, on sent moins quand on est mouillé. Donc, des fois, je demande à mes patients de ne pas mettre de protection à la maison autant, parce que je veux qu'ils sentent vraiment les différences. Parce que quand on le sent, le cerveau réagit. Puis, comme j'ai dit, ce n'est pas psychologique. Il y a beaucoup de réflexes et la neurophysiologie qui nous fait contrôler ça. Donc là, je vais parler exactement, spécifiquement, c'est quoi l'exercice de Kegel? C'est des exercices du plancher pelvien. Ça aide à fermer l'urètre et calmer la vessie parce qu'il y a deux choses que le plancher pelvien va faire. Elle va fermer ici au niveau du sphincter externe, mais il y a un message qui va par voie réflexe. Chaque fois que vous serrez ce muscle-là, il y a un message qui monte au niveau du centre de miction
qui est en arrière de la tête, en bas du cerveau. Et ça donne un message, ça revient ici par la colonne, par le nerf qui va à la vessie, qui va dire « Calmez-vous, le monsieur ne veut pas aller à la toilette. » Donc, chaque fois que vous serrez, vous allez fermer l'oreille, mais vous allez aussi parler avec votre vessie et dire « Non, ce n'est pas le temps d'y aller. » Il faut travailler la force, l'endurance et la vitesse de la contraction, surtout si vous perdez beaucoup d'urine. Si vous avez un problème d'urgence et si vous avez des fois que vous urinez pas complètement, des fois, c'est pas parce qu'il faut renforcer le muscle. Des fois, c'est parce qu'il faut relâcher le muscle. Alors, c'est pour ça que c'est sans vous voir, sans vous évaluer. Je ne veux pas dire à toutes les personnes faire des exercices de Kegel, mais si vous avez des fuites d'urine et si vous avez la difficulté à contrôler la vessie, le plancher pelvien peut beaucoup aider. Qu'est-ce qui est important? C'est de serrer, mais aussi de relâcher pour être sûr que autant que vous allez pouvoir contrôler, vous allez pouvoir aller uriner. So, on travaille la force, l'endurance et la vitesse de la contraction. Et on peut faire les exercices de Kegel n'importe où. Alors, on peut en faire tout de suite. Personne ne se voit, on ne voit pas. Si on fait mal l'exercice et on lève les fesses, oui, on va réaliser, mais normalement, si on fait bien l'exercice de Kegel, on ne le voit pas. Alors, comment le faire? Donc, comme j'ai expliqué, le muscle, il va de là à là. Un muscle, quand ça contracte, ça serre comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va faire serrer ici. Une des commandes qu'on peut faire, c'est de serrer au niveau de l'anus et au niveau de la base du pénis. La base du pénis, c'est ici. On essaie juste comme si on veut faire comme un petit mouvement de l'anus. Et pour certains messieurs, si on dit, on essaie de raccourcir ou bien de rentrer le pénis. Okay? Alors, il y a beaucoup de messieurs qui savent comment bouger le pénis. Alors, on essaie de serrer et on essaie de rentrer le pénis, de raccourcir. Parce que qu'est-ce qui arrive, même si le muscle n'est pas attaché directement, quand le muscle contracte ici, il tire beaucoup sur les tissus connexifs puis fait bouger. Donc, si j'ai un patient qui fait un bon exercice du plancher pelvien, juste ici, je vais voir que, oups, il y a une petite indentation ici. Alors, quand le monsieur va contracter, ça va faire ici, ça va faire une indentation. Aussi, si je regarde ici, l'anus va serrer, il va fermer. Donc, on peut voir un mouvement ici au niveau de l'anus et on peut voir ici. Et le périnée va monter. Pas nécessairement le scrotum parce que le scrotum, c'est un autre muscle qui travaille le scrotum. Mais des fois, le scrotum va monter en même temps parce que le muscle travaille le ventre, le monsieur travaille le ventre en même temps. Mais normalement, on voit la contraction qui va fermer au niveau de l'anus et qui va faire un petit mouvement ici au niveau de la base du pénis. Il ne faut pas forcer beaucoup. Beaucoup de mes patients sont habitués il faut faire des choses fortes, mais non. Au début, faites juste trouver votre peau. Alors, mettons que vous asseyez sur une main, vous asseyez sur l'autre main, vous allez sentir les deux os au niveau du bassin. Ça, c'est les deux ischions. Alors, on s'assoit ici, on sent ça. Mais si on met une main ici puis une main là, entre les deux mains, c'est là le plancher pelvien. Donc, on essaie de serrer ici. Et c'est comme un petit mouvement que des fois, je dis, il y a comme un jellyfish. On essaie de juste serrer un peu, relâcher. Serrer un peu, relâcher. Si on perd beaucoup nos urines après une opération de prostatectomie radicale, c'est plus commun qu'on va renforcer. Alors, serrer fort, 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 fort et relâcher. Donc, tout se demande dans votre situation, mais on peut trouver le muscle et l'idée, c'est que quand c'est serré, on ne va pas uriner. Quand c'est relâché, on va uriner. En réalisant ça et en faisant votre calendrier mictionnel, vous allez pouvoir agir avec des stratégies. Il ne faut pas forcer, c'est vraiment comme la peau qui bouge. Le bassin ne devrait pas bouger. On serre 5 secondes, on relâche complètement. Mais le relâchement, il faut que ça dure 10 secondes pour pouvoir récupérer, pour faire un bon exercice la prochaine fois. On fait ça 10 fois et on fait ça 5 fois par jour. Donc, ça fait une 50aine d'exercices par jour. Mais vous allez réaliser, une fois que vous êtes habitué de le faire, ça se fait assis dans l'auto en regardant un film, ça se fait très facilement. Mais l'important, c'est de serrer, oui, 5 secondes, mais de vraiment respecter votre période de relâchement. Sinon, vous n'allez pas avoir du succès.
Plus tard, une fois que vous avez compris et vous êtes bon avec cet exercice, puis c'est facile à faire, vous allez après faire des contractions rapides. Serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher. Essayez de faire ça 10 fois en ligne. Puis ça va réveiller un peu la vitesse de la contraction. Donc, si tout d'un coup, vous glissez, votre muscle va vouloir plus serrer. Ou si vous allez tousser ou éternuer, vous pouvez serrer vite avant. Alors, l'idée, une fois que vous réalisez les circonstances de fuite, vous serrez avant et là, vous faites votre activité et là, vous relâchez. Après, on peut aussi faire des contractions moins intenses et tenir plus longtemps. Donc, au lieu de serrer fort, 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 on peut serrer un peu puis essayer de le tenir un petit peu plus longtemps. Ça va nous aider à augmenter au niveau du tonus. Mais l'exercice le plus important, c'est vraiment celui-ci. Si vous avez le temps de faire juste une, c'est celui-là. Serrer 5 secondes, relâchez 10, répétez 10 fois, faites 5 fois par jour. Mais si vous avez beaucoup de fuite, serrez fort, 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 fort. Si c'est un problème plutôt de tension que vous avez difficulté à relâcher, serrez juste assez pour le trouver, puis relâchez. OK? J'espère que ça c'est clair, mais je peux expliquer plus à la fin si vous voulez. Donc, on fait ce qu'on appelle le verrouillage périnéal. Avant de sortir ici, bon, moi, chaque fois que je joue au golf, là, je vais perdre. Donc, avant de descendre dans votre swing, serrez votre plancher pelvien en même temps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à penser en jouant au golf, mais une chose de plus. Avant de sortir la voiture, serrez, comme ça ferait moins de fuite. Avant de vous lever le matin, il y a des messieurs qui sont corrects dans le lit, mais aussitôt que ça lève, c'est un problème. Donc, on essaie de faire le verrouillage périnéal. Et ça aide à contrôler les fuites. L'autre chose, c'est contrôler les urgences. Puis comme je vous dis, je ne peux pas dire trop sur le cerveau. Le cerveau est tellement fort pour nous faire contrôler la vessie. Donc, si vous avez une fausse sensation d'envie, vous venez d'y aller, votre vessie est vide, vous n'êtes pas obligé d'y aller encore 10 minutes plus tard. Puis, il faut utiliser votre cerveau. On ne sait pas encore. Les recherches ne nous ont pas montré qu'est-ce qu'il faut penser, mais il faut avoir une pensée peut-être logique. Non, je sais, je viens d'y aller, je n'ai pas d'urine. Alors, il faut contrôler. Ou bien, au lieu de dire, je vais aller en arrivant à la maison, je vais aller une fois que je suis dans ma chambre de toilette à la maison. Donc, c'est de changer les pensées et essayer que le cerveau vous aide à contrôler la vessie. Ma vessie est grande, je suis capable de la tenir. Il n'y a vraiment pas de problème. Alors, c'est de contrôler et de dire, je peux attendre. Et aussi, la contraction du plancher pelvien, comme j'ai expliqué, si vous avez une urgence et vous serrez le plancher pelvien, il y a le message qui va aller dire à la vessie, calmez-vous, le monsieur ne veut pas aller. Alors, vraiment, serrer le plancher pelvien pour contrôler la vessie. Si vous avez difficulté à uriner ou douleur, il faut vraiment relâcher le plancher pelvien. S'asseoir pour uriner, ça aide à relâcher les muscles. Et consulter votre médecin si votre difficulté d'uriner est persistante. Les produits pour contrôler l'urine, il y a le dribble stop. Alors, ça, c'est comme une clampe qui peut vous aider à contrôler. Il y a des pads, il y a différentes choses. Il y a des condoms collecteurs aussi que vous pouvez utiliser. OK, ça, c'était pour au niveau de la vessie. Au niveau sexuel, comme je dis, je ne veux pas parler longtemps parce que les recherches commencent à sortir, puis on voit qu'en aidant les messieurs avec des problèmes urinaires, des fois, ça aide les problèmes sexuels. Les problèmes qu'on voit le plus, c'est les dysfonctions érectiles, l'infertilité, l'orgasme sans éjaculation. Et ça, c'est normal après une chirurgie, une intervention pour la prostate, d'avoir des orgasmes, mais sans éjaculation. C'est complètement normal, mais vous pouvez quand même avoir la jouissance. Et des fois, il y a une diminution de le goût d'avoir des relations. Ça, c'est des problèmes sexuels que vous pouvez avoir. Donc, les solutions et les stratégies que j'ai à vous suggérer, comment en parler avec votre médecin maintenant le plus vite possible. On essaie de faire un entraînement pénien qu'on appelle après les interventions avec les médicaments. Donc, ça, c'est quelque chose à discuter avec votre médecin. Et votre dysfonction érectile, si vous avez eu un problème avant, vous allez avoir vous êtes plus genre d'avoir un problème après. Si avant, vous n'aviez pas de problème, vous allez peut-être avoir moins de problèmes. Les statistiques montrent que ça dépend avant et après, comment vous étiez. Si les médicaments ne fonctionnent pas ou que vous n'aimez pas ou que c'est contre-indiqué, il y a des injections que vous pouvez faire vous-même dans le pénis pour
occasionner une érection. Les exercices de Kegel, comme j'ai expliqué, si vous avez déjà une érection, mais elle n'est pas forte ou elle ne dure pas assez longtemps, il y a des recherches qui commencent à montrer que les exercices de Kegel peuvent vous aider à maintenir l'érection, mais ils ne peuvent pas vous aider à produire une érection si vous n'en avez pas. Il y a aussi une pompe et je pense que Procure est vraiment bien avec l'information que vous pouvez avoir sur la pompe qui peut vous aider à produire une érection avec ça. Puis il y a évidemment des consultations en sexologie. En sexologie, elle peut vous aider à avoir différentes stratégies, différentes façons de faire l'amour et aussi différentes façons de travailler avec un problème de dysfonction érectile. Donc, vraiment, les consultations en sexologie sont vraiment bien appréciées par nos patients. Peut avoir aussi des problèmes intestinaux. Puis les problèmes intestinaux, ça c'est moins avec la prostatectomie radicale, on va voir ça plus avec le monde avec la brachythérapie puis avec la radiothérapie parce que ça fait plus un effet sur les structures adjacentes comme le rectum et l'anus. Ça peut faire des changements au niveau de la consistance des selles, urgence pour aller à la selle, les incontinences anales et les douleurs. Mais dépendant de votre situation, ce n'est pas quelque chose qui arrive chaque fois. Alors, je ne veux pas vous faire peur avec ça, mais juste que vous sachiez que si ces choses-là arrivent, il y a quand même des solutions. Ajustement au niveau de la diète, de visiter un nutritionniste aussi, ça peut aider. Établissement d'une routine pour évacuation. Si vous avez la difficulté pour contrôler, on voit que si vous allez à des périodes, des moments stratégiques dans la journée, vous allez pouvoir vous vider. Mettons que la plupart du temps, la moitié du monde vont aller à la toilette 20 minutes après leur déjeuner. Donc, vous allez connaître dans votre entourage, demander, puis vous allez voir la moitié des personnes vont à la toilette pour la selle, je ne sais pas quand, puis l'autre moitié vont aller après le déjeuner. Donc, ça, c'est une bonne solution. Si vous avez des problèmes de contrôler les selles, c'est d'essayer de vous faire une routine et votre corps va devenir habitué de se vider à ce moment-là, puis vous allez avoir un rectum vide pour le reste de la journée. J'ai des patients qui vont aller 20 minutes après le déjeuner, 20 minutes après le dîner, 20 minutes après le souper, juste pour être sûr de vider le rectum. Puis l'important, c'est de ne pas forcer, mais de vous installer et attendre que ça vienne. Parce que le cerveau va réaliser, bon, le monsieur est assis sur la toilette, c'est 20 minutes après le repas, oui, vas-y. Alors, le cerveau va adopter des nouveaux patrons, puis on voit ça beaucoup. L'autre chose, c'est des exercices de Kegel. Donc, les exercices de Kegel, c'est les exercices comme je vous ai expliqué. Et étant donné que ça peut aider à fermer au niveau ici, ça va aider aussi à fermer ici. Puis en même temps, qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'en fermant ici, ça aussi, ça donne un message qui monte en haut, qui descend, qui dit au rectum, c'est pas le temps d'y aller, attendez. Donc, en serrant, on ferme les orifices, mais aussi on donne un message à nos organes. Alors, ça, c'est les solutions pour ça. Donc, j'ai terminé et je veux encore remercier le Procure pour toute l'assistance qu'il donne aux patients et de m'avoir invité. Si vous avez besoin d'aide, vous avez le Procure, c'est sûr. Il y a là aussi la Fondation d'aide aux personnes incontinentes de Canada. Ils ont un site web et c'est une fondation à but non lucratif pour aider le monde et leurs familles qui ont des problèmes d'incontinence. Si vous cherchez une physiothérapeute qui fait du plancher pelvien, vous pouvez aller sur le site web de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et vous avez juste à marquer que vous cherchez une physio en plancher pelvien qui traite les messieurs et aussi marquer votre code postal, puis vous allez avoir une liste de physiothérapeutes qui ont une expertise parce qu'il y a des physiothérapeutes qui font du plancher pelvien mais qui n'ont pas encore l'expertise pour traiter les hommes parce que c'est un cours extra ici au Québec. Donc, vous pouvez vous informer là. Ça, c'est besoin d'aide. Et je vous remercie de votre attention. Puis ça, c'est juste si vous avez à me contacter. Moi, je travaille sur la faculté de McGill pour enseigner sur le plancher pelvien. J'ai une clinique à Laval et j'ai aussi une clinique centre-ville et une compagnie où est-ce qu'on enseigne aux autres physios. Et ici, mon courriel, si jamais vous voulez, si on n'a pas le temps avec des questions ce soir. Alors, on a 15 minutes encore, alors j'ai terminé. Claudia Brown, je vous remercie vraiment sincèrement. Vous nous avez fait une excellente présentation. Je pense qu'il y a plein d'hommes et sans doute certaines femmes qui accompagnent ces hommes qui ont reçu cette information-là.
mais vraiment avec plaisir et ça rassure, ça nous sécurise d'une certaine façon aussi. Alors, merci Claudia Brown pour cette très, très belle présentation. Nous ouvrons maintenant la période de questions qui va être animée par Marie-Christine qui, avec son équipe d'infirmières de Procure, travaille de très près avec les patients. Et je cède la parole à Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Winston, merci infiniment. Merci Claudia, c'était effectivement une excellente présentation. On va débuter tout de suite avec les questions. Alors voici un premier cas. J'ai été opérée il y a 1 an. Mes fuites urinaires étaient abondantes lors des 3 premiers mois. J'ai stagné à 1 protection par jour. J'ai fait des rencontres avec des physios pour la rééducation pelvienne. J'ai vu des résultats, mais en ce moment, je ne suis pas capable de revenir à mes activités quotidiennes comme faire de la course, jouer au hockey ou m'entraîner sans avoir des fuites plus abondantes. Je dois rencontrer mon chirurgien d'ici 2 semaines afin de voir si un traitement pourrait régler le problème. On parle d'incontinence à l'effort à ce stade. Je crois que l'amélioration sera minime. Qu'est-ce que vous me suggérez? OK. Oui, et c'est ça qu'on voit des fois, même après avoir fait beaucoup d'exercices et beaucoup d'entraînement, on a encore de la difficulté. C'est sûr que c'est important d'en parler avec votre médecin parce qu'il y a des solutions que le médecin peut apporter, mais aussi il faut voir si vous avez vraiment d'autres solutions à faire vous-même avec des exercices. Donc, en jouant au hockey, en sachant c'est quoi exactement le mouvement, ou est-ce que c'est pendant tout le long le hockey, est-ce que c'est vraiment quand vous êtes dans une certaine place au niveau de quand vous utilisez un certain mouvement. Souvent, c'est essayer de vraiment essayer d'identifier les circonstances quand vous perdez, puis essayer après de voir si vous êtes capable de contracter votre plancher pelvien en même temps que vous faites ce mouvement-là. Alors, c'est sûr que comme même le golf, les sports comme le hockey, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, donc vous n'êtes pas toujours capable de vous verrouiller. Donc, à ce moment-là, il faut que vous entraînez le muscle assez pour qu'il soit capable de travailler à n'importe quel moment. Donc, juste pour être sûr que vous avez fait des exercices différents, une qui travaille la vitesse, où est-ce que vous êtes capable de serrer vite, relâcher vite, une qui travaille la force, où vous êtes capable de serrer fort, et l'autre que vous travaillez l'endurance. L'endurance, c'est de serrer une demi-contraction puis de tenir longtemps. Puis quand vous avez identifié l'activité, vous pouvez essayer de dire, bon, je vais essayer de l'endurance. Donc, mes patients qui courent, par exemple, je vais leur demander, OK, à chaque coin de rue, essayez de reprendre votre muscle puis faire de l'endurance jusqu'à la prochaine coin de rue, parce qu'on ne peut pas tenir le muscle pendant tout le long. Mais des fois, juste en le faisant rappeler de travailler pendant certaines périodes, alors ponctuellement, ça pourrait aider. L'autre chose, si avec toutes ces avenues-là, ça n'a pas aidé parce qu'il faut vraiment vous entraîner plancher pelvien en sautant, plancher pelvien. Il faut vraiment essayer de vous entraîner dans une gym en faisant certains mouvements, en verrouillant avant. Ça, c'est vraiment ça que ça prend. Des fois, les médicaments peuvent aider. Si il y a la vessie qui est aussi trop active pendant ce temps-là, ça peut aider. J'ai des patients qui vont utiliser le clamp juste pour leur sport parce que le clamp, c'est sûr que c'est pas qu'est-ce qui est le plus confortable, mais j'ai des patients qui sont capables de les courir avec le clamp. Quand ils finissent de courir, elle enlève le clamp. Alors ça, c'est une autre solution. Puis les autres solutions que vous allez avoir, ça serait, il y a quand même un sphincter artificiel, mais c'est vraiment juste certains patients qui sont candidats pour ça et des médicaments aussi qui pourraient aider. Merci. Une autre question. Si je fais du vélo trop rapidement après ma chirurgie, est-ce que ça pourrait aggraver mon incontinence ou retarder ma fonction érectile? Ah oui, OK. Bon, le vélo, moi, c'est très rare que je vais demander à un patient de ne pas faire un sport. Très rare. Le vélo, c'est un sport qui est particulièrement difficile pour le plancher pelvien chez les messieurs parce qu'il exerce une pression sur le plancher pelvien où est-ce que l'oreille va sortir. Donc, c'est pas le meilleur sport. Donc, moi, je suggère pour les patients, après avoir eu cette chirurgie, je suggère un minimum de 6, même 8 semaines avant de faire le vélo. Mais si vous faites le vélo et vous n'avez pas de problème, ça ne va pas nécessairement occasionner un problème. Donc, moi, l'idée, c'est d'attendre assez longtemps après la chirurgie et quand vous commencez, de commencer d'une façon graduelle, de ne pas faire dépendant comment vous êtes en vélo, mais il y a des messieurs qui veulent faire comme 70 km par jour. Alors, commencez avec un 5 km.
voir comment vous réagissez, augmenter graduellement. Ça, c'est vraiment la solution. Parce que s'il n'y a pas de tension dans le muscle, s'il n'est pas hyper tendu, le vélo est correct. Le vélo, c'est un bon sport, mais aussitôt que le patient a une tension dans le muscle, ça cause des problèmes. Donc, si en faisant du vélo, vous commencez à avoir des difficultés à uriner ou des douleurs, ça serait à ralentir puis à reprendre encore, mais juste très graduellement. Merci. J'ai eu 38 traitements de radiothérapie l'an dernier et j'ai encore des problèmes urinaires. Ça chauffe quand j'urine. Je vais souvent à la toilette, mais pour peu de choses. Mon radio-oncologue m'a prescrit du Flomax, mais y a-t-il autre chose que je peux faire? Oui, mais c'est ça. Et c'est pas, les médecins ne pensent pas toujours d'envoyer en physio dans ces cas parce que c'est pas vraiment beaucoup connu, mais de plus en plus de recherches qui sortent sur la radiothérapie pour les personnes post-cancer. Donc, si vous avez, OK, vous, c'est un problème que vous allez souvent à la toilette et vous, c'est un problème que vous avez des urgences, si j'ai bien compris. Donc, un travail du calendrier mixionnel peut aider à réapprendre à la vessie comment s'étirer. Parce qu'après une radiothérapie, la vessie est un peu en panique, il manque un peu d'élasticité. Donc, on peut l'entraîner encore. Mais ça, souvent, quand c'est dirigé, vous pouvez essayer les stratégies que je vous ai données. Déjà, je ne veux pas que vous sentez besoin d'aller voir une physio tout de suite parce que beaucoup de ces stratégies fonctionnent toutes seules. Alors, vous pouvez essayer avec le calendrier mixionnel au début puis voir si vous êtes capable de graduellement espacer et aussi d'inhiber avec votre cerveau, de dire non, là je ne veux pas aller uriner, je vais concentrer. Alors, essayez ces stratégies-là et ça, toute seule pourrait aider. Un entraînement du plancher pelvien, un bon plancher pelvien, va pouvoir inhiber la vessie aussi. C'est sûr que tout ça fonctionne moins bien après la radiothérapie. Vous en avez eu 38 traitements, mais ça vaut la peine vraiment d'essayer les stratégies de calendrier mixionnel et de contraction de plancher pelvien pour inhiber la vessie parce qu'on commence à avoir des preuves que ça fonctionne. Merci. J'ai subi une prostatectomie radicale plus radiothérapie il y a 8 ans. Dernièrement, j'ai subi une cystoscopie. Depuis, je souffre de pertes urinaires importantes. Je fais des Kegels, mais ce n'est pas suffisant. Que proposez-vous? J'ai beaucoup de pertes la nuit quand je dors. Ah oui, OK. Oui, celui-là, c'est difficile. Quand on va perdre la nuit, des fois, c'est parce qu'on bouge beaucoup dans la nuit. Des fois, c'est parce que la vessie, elle est hyperactive. Alors, des fois, les médicaments peuvent aider pour ça. Ça, c'est quelque chose vraiment à discuter avec le médecin puis voir s'il y a des médicaments à prendre. C'est sûr que si vous n'avez pas déjà essayé la physiothérapie, ça vaut la peine d'essayer parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en exercisant un muscle, après ça, il devient plus habitué de travailler toute seule. Notre corps veut toujours avoir des patrons. Donc, si on fait quelque chose très souvent, comme si on va aller à la même dépanneur une fois, 2 fois, éventuellement, on le fait machinalement, puis on est rendu là. Donc, c'est un patron que le cerveau a enregistré. C'est la même chose si vous commencez à faire des exercices comme exercice, éventuellement, votre cerveau va réaliser, ah, le monsieur veut travailler ce muscle-là, puis ça va se faire tout seul. Alors, si vous n'avez pas eu la physio, ça vaut la peine d'essayer. Et les autres stratégies aussi, mais aussi en parler avec votre médecin pour voir s'il n'y a pas un médicament qui pourrait vous aider. Merci. Dans le cas d'une très grosse prostate, alors ici, on est vraiment dans l'HBP, là, il peut être difficile de vider complètement la vessie et donc d'uriner convenablement. Est-ce que les exercices de Kegel peuvent m'aider avec ça? Non, pas vraiment. Parce que les exercices, au niveau de la prostate, c'est vraiment la prostate qui exerce la pression, puis le plancher pelvien est vraiment en dessous de la prostate. Les exercices de relâchement du plancher pelvien peuvent vous aider un peu, mais pas vraiment, parce que souvent, quand on contracte, on ne relâche pas assez. Alors, si votre muscle est trop tendu, le fait de relâcher va aider, mais si c'est un problème de prostate, le muscle est en dessous de la prostate, donc il ne va pas vraiment faire une différence. On a une question concernant les produits naturels comme le palmier nain, les graines de citrouille, etc. Qu'est-ce que vous en pensez quand on a des troubles urinaires, que ce soit en présence d'une prostate volumineuse ou suite à un traitement pour le cancer de la prostate?
OK, ça, malheureusement, c'est vraiment dehors de mes compétences. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Moi, ma spécialité, c'est vraiment en musculo-squelettique. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. Merci. J'ai une vessie hyperactive et je dois subir prochainement des traitements de radiothérapie. Ça m'angoisse beaucoup parce que je dois avoir la vessie pleine lors de ces traitements-là. Et puis, je ne suis même pas certain si je vais être capable de me retenir. Comment est-ce qu'on Oui. peut se préparer pour ce type de radiothérapie-là quand on a cette condition-là? Oui, ça c'est difficile parce que c'est sûr qu'avec la radiothérapie, il faut que vous soyez capable de le tenir. Puis des fois, la radiothérapie va être arrêtée parce que le monsieur doit courir pour aller à la toilette. Donc, c'est vrai que je comprends que ça peut être angoissant, mais je pense que vous pouvez discuter. Il y a des médicaments qui calment la vessie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé des genres d'anticholinergiques ou on appelle ça antimuscariniques. Il y a des médicaments qui peuvent aider, mais ça, c'est encore dehors de mes compétences. Ce serait plus votre médecin. De demander au médecin si c'est possible de prendre le médicament avant d'avoir la radiothérapie qui va calmer la vessie. Mais je ne suis pas sûre si c'est indiqué. Donc, c'est pas, je dis ça juste comme idée, mais il faudrait vraiment discuter avec le médecin. Si vous avez beaucoup de temps, avant la radiothérapie parce que ça va prendre vous pouvez voir une physio parce que la physio peut vous expliquer des stratégies pour vraiment contrôler la vessie qui sont plus au niveau du pensée, le contrôle et les exercices du plancher pelvien qui vont inhiber la vessie. Donc, on est capable d'inhiber en diminuant le café, en pensant, en contrôlant avec l'inhibition corticale et avec le plancher pelvien. Donc ça pourrait peut-être vous aider à avoir plus de confiance de passer pour la radiothérapie. Donc, comme je vous dis, si ce n'est pas comme demain, si c'est comme si vous pouvez voir une physio 2 ou 3 fois avant, ça peut vous être assez pour avoir une confiance dans votre exercice, une confiance dans votre inhibition, un changement dans votre patron et des techniques. Mais si c'est comme très bientôt, les médicaments, peut-être, mais comme je vous dis, il faut en parler avec votre médecin. Puis des fois aussi, une combinaison des deux, ça pourrait peut-être aider. Merci. On va y aller avec une dernière question. Les troubles intestinaux durent combien de temps normalement après une radiothérapie? Puis en fait, il y a une sous-question à ça. On a parlé du contrôle que le cerveau pouvait avoir sur la fréquence des mictions, qu'on pouvait entraîner finalement notre vessie. Est-ce qu'on peut entraîner également nos intestins pour faire en sorte que finalement la salle de bain ne devienne pas le quartier général après une radiothérapie? Oui, il y a beaucoup de stratégies qu'on fait en anorectal pour les problèmes. La réponse à la question première, c'est que les problèmes après la radiothérapie, ça peut être des années qu'on peut avoir des problèmes. C'est pas quelque chose qui va partir très vite. Pour certaines, oui, mais il y en a qui vont avoir des problèmes qui peuvent durer comme 2, 3 ans. Parce que des fois, les effets de la radiothérapie, ils restent parce qu'il manque une élasticité et tout. Et une contractilité. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en physio pour ça ça vaut la peine d'essayer. Tu sais, on ne peut pas faire une promis, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est premièrement, on entraîne votre routine et on parle aussi du diète. Si vous pouvez contrôler et avoir une consistance de sel qui est quand même assez volumineux, puis pas trop dur, pas trop molle, alors une consistance adéquate de sel, c'est beaucoup plus facile à tenir. Si vous avez une routine pour aller à la selle en utilisant le réflexe gastrocolique 20 minutes après avoir mangé, il y a aussi l'entraînement du sphincter, du plancher pelvien, et il y a aussi on vous enseigne quand vous allez à la toilette de vider complètement. Alors, il y a une façon, il y a une technique qu'on vous enseigne comment pousser doucement pour que vous videz plus pour en avoir moins, pour avoir moins de pertes. Et il y a aussi, on a fait des fois ce qu'on appelle les techniques de ballonnet, où est-ce qu'on va vous aider parce que souvent les messieurs ou bien les patients qui ont la radiothérapie, ils perdent la sensibilité de savoir
quand est-ce qu'il y a quelque chose dans le rectum. Donc, des fois, on peut mettre un petit ballon dans le rectum, puis on le fait gonfler pour que vous réalisez, ah, c'est ça la sensation, puis ça vous aide à regagner votre sensation au niveau rectal. Ça vaut la peine d'essayer, ça ne fonctionne pas toujours, mais vraiment, il y a des stratégies que vous pouvez avoir. Puis, au niveau de la Fondation d'aide aux personnes incontinentes, ils ont de l'information aussi sur le site web sur les incontinences fécales. Alors, c'est plus les incontinences que les constipations qu'on voit dans ce cas-là. Je pense que vous donnez espoir à beaucoup d'hommes. Merci beaucoup, Claudia. Ceci termine la période de questions. Winston, je te cède la parole. Merci, Claudia. Merci beaucoup, Marie-Christine. Il y a un petit sondage qu'on aimerait que vous complétiez. Ce n'est pas très compliqué. Vous êtes déjà sur le site et quand vous quittez la web diffusion, vous n'aurez qu'à cliquer sur « Continuer » et vous allez accéder au sondage qui est très utile pour nous parce que ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations à votre sujet. Encore une fois, merci beaucoup, Claudia Brown. Vous avez répondu à un ensemble de questions qui, je suis sûr, turlupinent les gens qui sont passés par le cancer de la prostate ou à qui on a annoncé qu'il y avait un cancer qui était présent, et puis on entrevoit ça la plupart du temps comme étant une descente aux enfers, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Vous avez été très, très utile à nous donner de bonnes informations. Merci beaucoup, Claudia. Merci à vous, puis ça m'a fait plaisir et je souhaite une bonne chance, bon cheminement à toute l'audience. Merci. Le prochain webinaire aura lieu, lui, le 19 octobre prochain à 19 h, lors duquel nous aborderons le rôle de l'hormonothérapie avec le docteur Nawar Hanna, uro-oncologue au CIUS de l'Est de l'île de Montréal et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Alors, soyez des nôtres et consultez le site de procure.ca et restez à l'affût. Ici Winston McQuaid, c'était Procure en parle. On va se retrouver sans doute à un autre moment donné pendant ce mois qui se termine, le mois de sensibilisation au cancer de la prostate. Merci d'avoir été nôtre pour ces 4 dernières semaines et à très bientôt. Merci Marie-Christine. Bonne soirée. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.